Unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci beaucoup. Voilà, la ministre vous demande de vous asseoir. Allô, ok. Merci, chers invités, Madame la Présidente, Madame la représentante du Monsieur le Parrain, Madame Marie-Odette Bouillon, la Présidente, Madame Odette Bouillon, honorable invité à Oran du CRAD. Nous avons ici l'honneur de représenter le Bureau des femmes EDS. La présidente, Madame Mélanie José Café, qu'on a pour l'occasion. La deuxième vice-présidente, Madame Madeleine Mehmet Foté. La secrétaire générale, Madame Soumako Agara. Madame Varo Sébastine, 2 minutes de filles pour pas vous encore. Madame Boïdiane, Orphi, chargée du protocole de l'organisation, qui est juste à côté de moi. Et votre servante, Madame Mourad Eugénie, qui vient du Front Populaire Ivoirien, qui est la première vice-présidente chargée de la mobilisation. Je vous remercie. Notre président vient de l'UNG. Animateur, bien pour la suite. Voilà. Vous savez, j'obéis aux dons autoritaires. Voilà, nous allons rappeler un peu les années 70. Voilà, il y a un doyen qu'on appelle Tchambossi. Très dangereux. Non, tout de suite là, il va transformer ce coin-là en quelque chose. Tchambossi. La Côte d'Ivoire, moi, c'est ce que j'ai dit toujours à la présidente Mélanie Café-José, présidente des femmes de l'EDS. Je lui dis que moi, je n'attends pas faire des mains pour dire merci à ma maman. Parce qu'elle a fait de moi ivoirien. Parce qu'être ivoirien, c'est une richesse. Si j'étais national, c'est un peu des pays, Éthiopie, j'allais poser des ailes. Voilà, pourquoi je ne suis pas ivoirien? Donc, Tchambo, c'est prêt. Nous allons continuer. Ok. Ok, bien. Donc, nous allons continuer. On va rattraper cela. Nous allons, sous vos ovations bien nourries, appeler la présidente nationale des femmes de l'EDS, Mélanie Café. Est-ce que les femmes sont là ce matin? C'est la journée internationale de la femme africaine. Je veux sortir les femmes ce matin. Madame le ministre Odette Soyer, présidente de la petite cérémonie, Madame Marie-Odette Lorugnon, représentante du président Georges Armand-Ognien, président de EDS, Mesdames et Messieurs, la grande famille de EDS, Madame Adam-Marie Clémence, conférencière, Madame la représentante de la famille EIV, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs, grades et qualités, chères militantes et militants, soyez salués pour votre encouragement sans faille, engagement sans faille aux côtés de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui un 31 juillet et certainement que de nombreuses personnes pourraient se demander pourquoi ce 31 juillet
nous avons décidé de mettre une pause à nos activités quotidiennes pour profiter pleinement des 24 heures de cette journée, tant elle est méconnue du grand public. En effet, le 31 juillet, qui pour nous doit être marqué du sceau de la solennité, est une journée dont on en parle peu. Pourtant, il y a plus de 50 ans que chaque année à cette date, la femme africaine est à l'honneur. 31 juillet 1962, ce jour-là, à Dar es Salaam en Tanzanie, des femmes de tout le continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la première organisation de femmes, la Conférence des femmes africaines. Et ce jour-là, à l'initiative d'une grande militante féministe malienne, Awa Keïta, la Journée internationale de la femme africaine a été créée et promulguée par l'ONU. L'enquête humaine devenait alors les objectifs prioritaires de cette organisation. Quelques années plus tard, le 31 juillet a été consacré Journée de la femme africaine, à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes, qui s'était tenu à Dakar, au Sénégal, le 30 juillet 1974. Le monde a donc décidé de célébrer et de saluer le rôle historique joué par les femmes africaines et les capacités à réaliser et conduire les changements sur le continent. Souvenons-nous de toutes ces grandes dames en lui décernant le prix Nobel de la paix, chez nous en Côte d'Ivoire. En plus du combat que les femmes mènent chaque jour pour leur émancipation et leur autonomisation, depuis le 11 avril 2011, nous avons décidé de retrousser nos pagnes pour mener un combat bien plus grand, celui de la survie de notre pays, celui de la restauration de la démocratie, celui de la libération des prisonniers politiques, celui du retour de tous ces milliers de personnes forcées aujourd'hui de vivre en exil sur des tentes juste pour leur opinion politique. C'est un combat de grande envergure. Mais chaque jour qui passe, sauver notre patrie, la Côte d'Ivoire. Une femme, un combat, une vision. C'est le thème autour duquel nous avons choisi de célébrer cette journée. En effet, nous femmes sommes si déterminées à affronter le feu, les mains nues pour mener cette lutte parce que nous avons au devant de nous une grande capitaine qui chaque jour qui passe nous démontre par son parcours qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de son pays. Cette capitaine courage, c'est Simone Eivée Gbagbo. 2010. Simone Eivée Gbagbo, par ses actions, nous a démontré que la fonction de première dame ne servait pas qu'à honorer les chrysanthèmes. Députée et présidente du groupe parlementaire FPI à l'Assemblée nationale, chaque sortie de Simone Gbagbo était un véritable cours magistral de sciences politiques. Aujourd'hui, bien que privée de liberté, depuis le 11 avril 2011, est un véritable exemple de combativité. Avec un époux en prison, et bien que privée de la chaleur, le capitaine, elle tient le gouvernail. Parce que comme Winnie Mandela en Afrique du Sud, Simone Eivée Gbagbo a décidé de s'offrir en sacrifice pour une vision, celle d'une Côte d'Ivoire démocratique. Un combat qu'elle mène aux côtés du président Laurent Gbagbo. Camarade Simone Eivée Gbagbo, ce matin, nous femmes de EDS, nous avons décidé de te rendre honneur pour ton combat, mais surtout pour l'exemple que tu représentes pour nous. Camarade, que dis-je, guide Simone Eivée Gbagbo, nous savons que ton sacrifice ne sera pas vrai. Du chemin a été parcouru, du chemin reste à parcourir. Nous, femmes de EDS, nous allons prendre toute notre place dans cette lutte pour le retour de la Côte d'Ivoire dans le cercle très fermé des grandes nations démocratiques en 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut ovationner encore la présidente
EDS. Mélanie Café José et fait son tour d'honneur. Merci beaucoup. Et donc, pour mieux apprécier son discours véritablement bien élaboré, je fais venir Tchambossi, le doyen. Bonjour camarades, je vous emmène dans les villages maternels de Bago à Saint-Fra avec Ayeli Mahan. Merci. Daouli. C'est le doyen Tchambossi. C'est le doyen Tchambossi. 75 ans. Voilà. Il dit qu'on va agresser beaucoup de billets de banque, mais ces douleurs ne font jamais mal. Merci beaucoup. Ok. Sans transition aucune, je vais donner la parole à la modératrice de ce matin, qui est ici appelée la nationale Jocelyne Ipou. Que c'est beau de voir les femmes m'opposer. Je voudrais saluer les femmes ici présentes. Je voudrais saluer l'activité organisée par des femmes, animée par des femmes, suivie par des femmes et la félicité. Merci d'être là ce jour. Et merci à toutes les hommes qui sont en cette journée internationale dédiée aux femmes africaines, je voudrais vous saluer et vous dire que le thème qui nous réunit ce jour est plus important. Il est tellement important qu'il évoque une femme, non des moindres.
une femme leader par n'importe quel secteur, c'est-à-dire le secteur de la politique. La politique ou la discrimination, les stéréotypes empêchent très souvent les femmes de s'exprimer et de voter. Dans ce secteur excelle cette femme. Oui, cette femme, mais il faut aussi reconnaître que le leadership des femmes en politique n'a pas toujours été reconnu dans le monde. Et que, depuis la nuit des temps, le leadership des femmes en politique a toujours souffert du syndrome qu'on appelle le syndrome d'apprentissage. C'est-à-dire les femmes dirigeaient ou bien accédaient au pouvoir juste par des liens avec un autre leader mâle. C'est-à-dire qu'elle devenait reine, princesse, ou bien dirigeait tout simplement à la mort de celui-ci, ou bien parce qu'elle était enfant de quelqu'un. C'est seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle que des femmes vont se révéler et impulser le vrai leadership des femmes. Une autre manière de penser, penser pour diriger. En 1960 déjà au Sénat, qui deviendra plus tard le Sri Lanka, une femme, Siramago, Bandaranaike, première fois dans le monde, elle est chef de gouvernement. Chef du gouvernement, déjà en 1960. 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 1966, une autre va s'illustrer, Indira Gandhi en Inde. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 69, on connaît une autre femme encore, Golda Meir en Israël. Et bien après, c'est-à-dire 10 ans après, Margaret Thatcher qu'on appelle la dame de fer. Oui, par cette femme, l'Afrique non plus n'est pas restée en reste. Nous avons connu Winnie Mandela. Il y a bien des dames comme Banda au Malawi. Il y en a aussi comme de Martha Karua au Kenya qui se sont illustrées. En Côte d'Ivoire, le cas est plus que parfait. Je voudrais vous dire bonjour encore pour qu'on avance. Oui, la femme qui nous réunit ce jour n'est pas n'importe qui. C'est une femme qui n'a pas un leadership d'après. Ce n'est pas une femme à qui on a octroyé un quelconque leadership. C'est une femme qui s'est battue. Aujourd'hui, plus de 7 ans de captivité. Il ne se passe pas un jour. Bien sûr, ce leadership débordant qui vit aujourd'hui cette captivité. Je voudrais nommer Simone Veil. Femme politique, Simone Veil. Face à cette histoire, face à son histoire, depuis les années 80, présente sur la scène politique, c'est à se demander aujourd'hui, dans le travail, et avec le professeur qui va nous entretenir tout de suite, est-ce que dans une telle vie existe un moment pour la paternité? Quelle vision a cette dame? Quel combat s'est-elle assignée pour qu'aujourd'hui elle fasse d'elle et qu'elle se donne en sacrifice au nom du peuple de Côte d'Ivoire? Autrement dit, en français, terre à terre, elle compte sur quoi? Elle compte sur quoi? Madame le professeur Adam est ici aujourd'hui pour nous parler d'elle. Je voudrais présenter notre professeur. Elle est professeure à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette dame que voici, elle enseigne à l'UFR des lettres, civilisation, non, c'est lettres, langue, à l'UFR, langue, littérature et civilisation. Elle est aussi secrétaire nationale du Front populaire ivoirien. Et elle est secrétaire d'organisation de la cellule universitaire de réflexion qu'on appelle la. Je voudrais qu'on écoute cette dame, parce que seule une femme ne peut parler d'une femme d'exception. Je vous remercie. Jocelyne Lipou. Véritablement, elle a du miel dans la bouche. Voilà, donc c'est Jocelyne Lipou. Nous annonçons sous vos acclamations bien nourries le professeur Adam Marie Clémence, conférencière de ce matin. Le thème est Yves Simone Gbagbo. Une femme, un combat, une vision. Est-ce que vous avez bien compris? Merci beaucoup. Professeur? Merci, camarade. D'emblée, je voudrais saluer en insistant sur le trouble et l'inquiétude que leur présence crée en moi. Saluer Madame la ministre
Odette Soye. Saluer la vice-présidente Marie-Odette, dotée d'une manifestation dotée du prix Simone Eivé Bago de la femme résistante. Demander de la vice-présidente Baba Massani une conférence sur Simone Bago, au cours de laquelle elle a dressé un portrait, j'ai envie de dire, méthodique, exhaustif, de tout le parcours de Simone Bago. Quand j'ai été approché par le professeur Georges Wonien, et quand j'ai rencontré Mme Capé, je leur ai dit, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire comme ça? Parce que c'est des voies qui conduisent à la honte. On a dit, ah, on est venu s'asseoir ici depuis 8h30, mais ça, là, nous tous on sait. Et si elle veut même, on va lui dire des choses qu'elle-même, elle ne sait pas. Parce que nous, on était à côté. Elle vient loin derrière. Pour tenter donc de déjouer ce qui n'est pas un piège, mais qui est quand même un gros tour de renvoi, j'ai décidé de ne pas aborder Simone Bago de l'extérieur. Parce que si moi je devais en parler, je ne pourrais en parler que de l'extérieur. Or, les lectures de l'extérieur sont pernicieuses. Elles vous donnent le sentiment de connaître quelqu'un. Et il y a un penseur qui dit, la meilleure façon de méconnaître une personne, c'est de prétendre qu'on la connaît. Parce qu'on dit, celle-là, on la connaît. Celui-là, on le connaît, il est comme ça. Et parce qu'on a décidé qu'il était comme ça, on ne cherche plus à voir quelle est sa vraie personnalité. De mon point de vue, je crois que c'est pervers, c'est malsain. Et la présidente, la première dame Simone Bago a souffert de ça et continue de souffrir de ça. Des gens sont assis là-bas et ils disent, elle, on la connaît. C'est une femme garçon. Elle est comme si. C'est elle qui commande son mari, c'est elle qui fait ceci. Alors qu'en vérité, ils ne l'ont jamais approchée. Ils n'ont jamais participé à son intimité. J'estime donc que ce genre de lecture-là est d'emblée faussée et porteuse de biais. Pour cette raison, je propose une lecture de l'intérieur à partir de témoignages de personnes qui ont vécu avec elle, qui l'ont pratiqué. Et puis ensemble, on va essayer de voir comment, dans ces témoignages-là, émerge la figure de la femme, son combat et sa vision. Bien sûr, parce qu'on parle de l'intime, mon exposé va être un peu désordonné. Mais prenez ça comme ça. Et puis on va se livrer au même jeu que les enfants, tenter ensemble de mettre en place les pièces du puzzle en espérant qu'à la fin, on aura de Simone Bago l'image, je ne dis pas une image, mais l'image qui est la vraie. Je suis donc partie, comme je vous le dis, de 3 points. Simone Bago, vue par ses enfants, pour aborder l'image de la mère. Simone Bago, vue par ses camarades militants, pour voir la dimension de son combat. Par ses camarades militants et par ses collaborateurs, les plus proches et les plus fidèles. Et puis à l'intérieur de ça, tirer les leçons de la vision qui en émerge pour nous. Parce qu'au fond, j'estime que hommage pour hommage, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir comment nous, femmes militantes, nous, femmes EDS, pouvons nous appuyer sur cette vision-là pour faire valoir un autre ordre de choses et faire avancer le combat pour la démocratie et la reconquête de nos libertés. Simone Eivé Bago, la femme, la mère, l'épouse, je dirais aussi la sœur. Deuxième enfant d'une fratrie de 18 frères et sœurs, elle menait une carrière intellectuelle. Et moi qui vous parle, je sais de quoi il s'agit. Je me vantais, avant d'avoir les enfants, d'être très organisée. Quand je me fixe un objectif, je dis, en un an, j'écris 3 articles, j'écris les 3 articles. Si je dis que j'écris 10 articles, j'écris les 10 articles. Et il a fallu que l'individu de 52 cm se pointe pour que pendant 2 ans, je ne puisse pas rédiger une phrase. Jusqu'à ce jour, mon doyen me dise, Adam, c'est pas toi seul qui a fait des enfants. Et en ce qui concerne Simone Bago, elle a eu ses premiers enfants quand elle était encore étudiante épouse. Et dans le même temps, elle a mené sa licence en lettres modernes, une maîtrise de lettres modernes, une formation pour obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'enseignant. Son fils me disait
que dans ce que je lui demandais, il voyait l'image de sa mère, enceinte, attendant ses jumelles, assise au salon, avec un gros ventre, avec autour d'elle plein de papiers, en train de corriger sa thèse. Ou encore, quand les enfants sont nés, il la voyait en train d'allaiter une des jumelles, pendant que lui-même, le grand frère, tenait l'autre qui attendait son tour. Parce qu'elles avaient le chic pour pleurer en même temps, pour avoir faim en même temps. En plus de tout cela, elle le menait pendant que son mari est en exil. Donc, femme, mais femme seule. J'ai envie de dire femme célibataire, au sens de mère seule, ayant à charge l'éducation des enfants dans un contexte où le père est absent. Quand il est revenu, ça n'a pas été mieux. Parce que chez eux, tous les jours, il fallait préparer au moins pour 40 personnes. C'était des fonctionnaires dont eux avaient été privés de salaire pendant très longtemps. Mais parce que le président Gbagbo a cette qualité-là, que chaque fois que quelqu'un vient, viens, on va manger. Assieds-toi, Simone. Mais comment on fait? Et ça, c'est typiquement masculin, on ne sait pas. Mais ça sortait. Ça sortait. Et je me suis laissé dire qu'il y en a qui venaient surtout pour un fameux Nyamangou et Bissap, dont je pense que nous, les femmes, devrions nous débrouiller pour avoir la recette dès sa sortie de prison. On dit que les gens viennent parce que Simone fait un Nyamangou qu'on ne fait pas au dehors. Et cette capacité-là, qu'elle a eu à faire famille, je dis famille, mais dans cette famille recomposée, parce qu'elle avait ses enfants, elle avait les enfants de son mari qui sont devenus ses enfants, elle avait ses neveux et nièces et plein de parents qui transitaient par la maison. Cette capacité à faire famille, dans tout cet ensemble hétéroclite, je pense que c'est le propre des gens généreux. Et ça, il est important de le souligner. Si on n'a pas un bon cœur, on ne peut pas élever les enfants des autres. Sinon, pour ce qui est de son parcours, je vous l'ai déjà dit, elle a ses frères, elle a ses sœurs. Elle est née d'un père gendarme et d'une mère ménagère. Elle est passée par beaucoup de villes, peut-être du fait de la profession de son père, elle est passée par beaucoup de villes. Et ça lui a donné une faculté qui va être une autre de ses capacités. Elle a la faculté de parler en dehors de la bourrée, qui est sa langue maternelle, de très nombreuses langues. Elle parle très bien le baoulé. Quelqu'un me dit qu'elle parle le baoulé de travail. Le courage qu'elle manifeste déjà dans sa vie de femme, en tant que femme forte, organisée, ce sont les traits que l'on retrouve et qui portent son combat militant, son combat politique. Et je vais très rapidement vous parler de Simone Gbagbo, épouse de Laurent Gbagbo, certes, mais d'abord et avant tout, camarade d'eux. De l'image de la mère, moi je retiens Simone Gbagbo, mère courage, qui affronte sa vie à bras le corps. Mais de l'image de la militante, du combat militant, d'emblée, je m'approche du professeur Seri Bailly, parce que je vais parler de ce que je connais le mieux du SINARES. Et il me dit, Simone Gbagbo, c'est une porteuse d'espoir. Prends mon livre, va le lire. Parce que si je veux te parler d'elle, ils vont te chasser. Tu vas là. Tu n'auras pas fini. Et je veux ici insister sur le fait que, par malhonnêteté, on oublie. C'est vrai, elle est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Mais elle est d'abord, avant tout, sa camarade militante. Avec qui il partage la même vision. Avec qui il partage le même combat, avec qui il partage les mêmes idéaux. C'est à l'université qu'elle commence à côtoyer le milieu politique, autour des années 73. Et c'est là qu'elle fait la connaissance de Laurent Gbagbo. Bien qu'alors leur relation soit uniquement politique, comme on dit. Mais je tiens à insister qu'elle a été une syndicaliste active dès les années 70. 80. Son premier emprisonnement, entre griffes, remonte au lycée. Et elle ne connaissait pas encore Laurent Gbagbo. Elle a été emprisonnée plusieurs fois. Mais je vais revenir sur une date. 1982. Elle cofonde dans la clandestinité avec Laurent Gbagbo, et je parle sous le contrôle des ténors et des dinosaures du Front populaire, Abou Zaman Sangaré
Émile Bogadoudou et Pascal Kokora, le futur Front populaire ivoirien. Avec la pression de la police de Félix Houphouët-Boigny, qui dirige le pays avec un parti unique, ces années-là sont précaires. Osez donc s'engager dans un tel combat, avec tout le bagage que l'on a. Encore une fois, comme je le dis, il faut être courageuse. La même année, elle prend, j'ai envie de dire, les rênes du SINARES, Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, au moment où, suite à une grève, à une des plus grandes grèves que le syndicat avait lancée, le secrétaire général d'alors, Pierre Kipré, démissionne. Elle est son adjointe, c'est elle qui prend le relais. Et dans la médiation qui fait suite aux problèmes générés par cette crise, il y a un mouvement d'un groupe de médiation qui est mis en place et qui doit aller rencontrer le président Houphouët-Boigny. Une petite anecdote. On désigne un porte-parole. Le professeur Nyangoramba, bien sûr, sachant que la figure de Simone pouvait heurter le président, on met devant des sages. Le professeur Nyangoramba, on met Été Marcel, et ainsi de suite. Ils arrivent à la présidence, puis pendant qu'ils sont dans la salle d'attente, on va dire, lui, il ne parle plus. Grand frère, il ne parle pas. Donc on tourne, et puis on dit, bon, comme c'est toi qui es la secrétaire générale, il faut parler. Elle arrive, vous pouvez lui serrer la main, il dit, bonjour mademoiselle. Alors qu'il sait très bien. Elle ne dit rien. Et puis, dès qu'il s'asseye, il dit, vous, votre mari, quelqu'un qui a dit mademoiselle, votre mari et vous prenez l'argent avec les blancs à l'étranger pour me combattre. Et il les charge, il les charge, il les charge. Tous les gens sont assis là. Personne ne peut dire un mot. À la fin, il se lève, on le salue. Et au moment où il salue Simone, elle dit, Monsieur le Président, je m'inscris en faux contre tout ce que vous venez de dire. Vous parlez comme chez nous, ça veut dire quand là, tu mens. Et il paraît qu'il tremblait de tous ses membres. C'est son directeur de protocole qui est venu le tirer pour partir. Et avant de partir, il a dit, jeudi, je vous fais arrêter. La rencontre avait le samedi. L'arrestation n'a jamais eu lieu. Mais, ceux qui étaient là, celui qui me raconte l'histoire dit, nous-mêmes les garçons qui étions là, on tremblait à sa place. Pour vous dire que c'est une femme courageuse. Mais vraiment courageuse. Cet élément-là est important. Son courage militant et le fait qu'elle ne soit pas militante, comme le disait la modératrice au début, elle ne se soit pas engagée en politique pour suivre son mari, c'est important. D'autant plus qu'en Côte d'Ivoire, la lutte politique des femmes a été disqualifiée par le même Houphouët-Boigny. Quand il célébrait les 40 ans du RDR, il a mis à mal le PCI RDR. C'est la même chose. PCI RDR, PCI RDR, tout ça là, c'est la même chose. Il a dit concernant, quand il fêtait les 40 ans du RDA, il a dit concernant la marche des femmes sur Bassam que ce n'était pas un combat politique, qu'elles étaient allées là-bas pour faire libérer leurs amants. Un peu comme pour dire que les femmes là, elles ne peuvent rien faire en dehors de leurs hommes, elles ne peuvent pas avoir d'idéologie pure et élevée. Et donc, et c'est pour ça que c'est important, parce que dans tout le combat de Simone Gbagbo et dans toute l'entreprise de délation, de déconstruction de son image, on essaie toujours de la ramener au président Laurent Gbagbo. On dit oui, c'est la femme du président, c'est elle qui le commande, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui propose, c'est elle qui dirige. En oubliant de dire qu'elle est fondamentalement militante et que c'est au nom de ce militantisme-là, c'est au nom de ce combat politique qu'elle s'est présentée en tant que députée. Et donc, en tant que députée, elle a le droit de porter son regard et de donner sa position sur les affaires du pays. Et très souvent, quand on le dit, on oublie qu'elle a un mandat électif. Il n'y en a pas 90. Les femmes de président qui ont pu briguer des mandats électifs, il n'y en a pas 5. Et puis, entre nous, quand c'est Simone Gbagbo, femme politique africaine, ça dérange. Mais quand Hillary Clinton brise la présidence, après Bill Clinton, ça ne dérange personne. Quand Winnie Mandela charge le palace
de l'ANC, ça ne dérange personne. Quand on dit que c'est Michelle Obama qui a fait son mari, ça ne dérange personne. Brigitte Macron, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est Simone Gbagbo, on dit non. Alors que je dirais c'est historique et je dirais même que c'est biblique. Il y a un vieux qui me disait en souriant, quand on dit que la nuit porte conseil, ce n'est pas l'oreiller qui parle. C'est parce qu'on va se coucher à côté de quelqu'un qui parle, qui vous aide à régler les choses et qui vous aide à ressortir le matin dignement. Et comme je le disais, c'est biblique. Que les femmes interviennent dans les affaires de l'État pour conseiller leur mari quand la vie de la communauté est en danger. Vous savez pourquoi Ponce Pilate s'est lavé les mains quand on lui a envoyé Jésus? Parce que sa femme, quand il est rentré le soir, lui a dit, j'ai fait un songe. Il faut enlever ta bouche dans l'affaire des gens là. Parce que le monsieur là, c'est pas n'importe qui. Ah, c'est ça. Pour dire qu'en réalité, et je pense que la raison pour laquelle il y a toute cette campagne-là, c'est qu'elle fait peur. Elle fait peur. On aurait voulu qu'elle soit une première dame poupée blanche qui se maquille, qui fait ses ongles, qui achète 2000 paires de chaussures, qui va en France, qui chauffe son palais pour mettre un manteau, alors que nous avons 40 degrés ici. Et je pense que c'est ça qui fait peur. Elle fait peur parce qu'elle a montré qu'elle était femme pleine, totale, dans ses fonctions de mère. Mais qu'elle pouvait lutter, je dis pied à pied, je ne dis pas contre les hommes, mais pied à pied à côté des hommes. Parce que, malheureusement pour eux, elle n'est pas féministe. Et ça, c'est important de le souligner. Simone Gbagbo n'est pas féministe. Féministe au sens de la femme qui revendiquerait la place des hommes, qui revendiquerait les mêmes droits que les hommes. Elle croit en la femme. Elle croit dans les capacités intellectuelles de la femme. Elle croit dans l'égalité des chances entre femmes et hommes, à condition, et ça nous concerne, et c'est une leçon pour nous, à condition que nous nous donnions les moyens de travailler. Et je veux pousser un petit coup de gueule. Elle n'a jamais pris cette position-là ouvertement, mais je ne crois pas qu'elle soit pour la fameuse discrimination positive qu'on nous impose aujourd'hui. Sous les aides de parité, on dit que si on a pris 9 hommes, s'il y a 9 personnes, si on prend 6 hommes, on n'a qu'à prendre 3 femmes. Et on entend parfois les hommes ricaner par derrière, on dit de prendre. Donc un peu comme si on vous prend, pas parce que vous avez les capacités, mais comme on dit de prendre là, donc on vous a pris. De vous à moi, je crois que ce n'est pas valorisant pour nous. Ce n'est pas valorisant pour nous. Si on appelle une femme, et je pense que c'est ça le témoignage que Simone Gbagbo nous livre. Quand on appelle une femme, c'est parce qu'elle est capable, elle peut, et non parce qu'elle est femme. D'une femme comme ça, on pourrait penser, on pourrait avoir peur de travailler avec elle. Quand on vous dit que quelqu'un est rigoureux, que quelqu'un aime travailler, on pourrait avoir peur parce qu'on a peur d'être écrasé. Mais du témoignage que livre d'elle ses collaborateurs les plus proches. Et je parle ici sous le contrôle du SN Batiboko. Il n'y a pas meilleure personne avec qui travailler pour apprendre. Parce que jamais, même quand elle était la femme du président Gbagbo, elle ne s'est posée en patronne. Il me dit, Simone Gbagbo, c'est l'aiguilleur, un peu comme les aiguilleurs du ciel. C'est la dame qui vous appelle, qui vous répartit les tâches et qui vous laisse aller en espérant que ça va vous former. Et à cause de ça, elle n'aimait pas les bénis, oui, oui. Les gens qui viennent me dire, oui, madame, oui, oui, oui. Elle aimait la contradiction. Et elle aimait s'entourer de personnes qui allaient lui porter la contradiction, même si elle n'est pas d'accord. Même si elle ne va pas suivre vos idées. Mais ce qu'elle veut, c'est que vous ayez le courage de dire, non, madame la présidente, moi je vois ça comme ça. Moi je vois ça comme ça. Et puis quand elle n'est pas d'accord avec vous, elle va discuter jusqu'à vous convaincre. Mais elle ne dira jamais, comme c'est moi, quoi. Elle ne dira jamais, prends parce que c'est moi la patronne. Fais parce que c'est moi. Elle va discuter. Elle va vous convaincre. Et ça, c'est une grande qualité. C'est la marque de quelqu'un, comme on dit, qui se fait confiance. Qui se connaît. Et des gens comme ça ne peuvent jamais avoir recours à la violence. Jamais. Mon père disait toujours, quand il y a la guerre d'un pays, c'est que les dirigeants, il y en a au moins un qui est analphabète. Parce que si les deux là, ils sont partis à l'école, ils vont discuter jusqu'à discuter. La guerre n'intervient que quand entre les deux là, il y a un qui ne peut pas discuter. Mais nous, on a vu ça quand on est petit.
Quand on fait gâte là, tu gâtes, je gâte, tu gâtes, je gâte. À un moment donné, quand elle est bloquée, il prend ta vie, te lance. Et je pense que tout ce qui a été dit, c'était pour détruire son image. Mais c'était surtout aussi pour affaiblir le président Laurent Gbagbo. C'est ça. Parce que quand les gens veulent vous attaquer et qu'ils ne peuvent pas vous toucher, ils prennent votre entourage. Et ils prennent dans l'entourage celui qu'ils croient le plus vulnérable. Et comme en général, les femmes sont réputées pour être le sexe faible, ils se sont dit qu'en s'attaquant à elles, on allait affaiblir le président. Mais ceux qui l'ont vraiment pratiqué, ceux qui ont vraiment pratiqué le couple, vous disent, le président Laurent Gbagbo, personne ne peut lui faire ou dire ce qu'il ne veut pas. Donc, si d'aventure, elle lui avait proposé des choses qu'il a acceptées, c'est parce que lui-même il voulait. Et les exemples sont nombreux. Où, parfois, on a voulu casser son image. Mais on n'y est pas parvenu. Les derniers développements de l'actualité le prouvent. Et moi, j'ai été édifiée par la phrase qu'elle a donnée. On peut me coller 10 procès. On peut me renvoyer 10 fois, 100 fois devant les assises. Ça n'altère en rien la conviction que j'ai d'être innocent. C'est une femme de conviction. Et ça montre à ce point. C'est une femme de conviction. C'est une femme qui n'a pas peur. Quelqu'un l'appelle la sauterelle qui danse sur les braises. Et il me donne juste une image. Après 2002, là, à peine revenue d'Italie avec le président, elle décide d'entreprendre une tournée des camps militaires pour les remobiliser. Donc elle appelle ses collaborateurs, on va aller. Aujourd'hui, là, où on ne sait pas qui a les armes, on va y aller. Et beaucoup m'explique rien, il dit que pendant cette période-là, quand ton téléphone sonne, comme on dit chez nous, ton cœur est mort. Là, tu dis, où? Pourquoi tu m'appelles? Quand tu prends un autre. Mais elle y allait. Elle a fait cette tournée-là. Dans un contexte où les militaires eux-mêmes, là, ils se tiraient entre les pieds pour ne pas rencontrer leurs propres camarades. Elle y est allée. Et c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Ouais, ça, c'est leur problème aussi, parce qu'elle avance. Elle avance. Elle tient. Et tout ce que nous, on peut faire, c'est d'espérer et de prier pour qu'elle tienne jusqu'au bout, physiquement. Parce qu'il y a ce que le corps dit et il y a ce que l'esprit fait. À côté de cela, la qualité qu'elle a en tant que collaboratrice, c'est, et c'est une grande qualité qui nous manque à nous tous en tant qu'Africains, c'est la culture du rapport et des archives. Elle était méticuleuse. Elle tenait à ce que toutes les missions soient renseignées, archivées. Et vous avez intérêt à le faire parce que vous appelez 10 ans après une conférence pour vous dire sors-moi le rapport de tel jour à telle date à telle heure parce que j'ai besoin de voir un élément dedans. C'est important surtout dans les temps que nous vivons où la vérité est travestie au point que quand toi-même tu regardes ton bras, tu te demandes si c'est vraiment ton bras qui est collé à toi. Il est important de tenir des archives pour nos enfants de demain. Que jamais personne ne vienne dire avant-hier, hier, vos parents ont fait ceci, vos parents ont fait cela. J'ai envie de dire, même quand tu vas au marché, que tu payes 3 combos, il faut écrire. Donc, à garder. La grande qualité de Simone Gbagbo, en tant que patronne, collaboratrice, vous disait quelqu'un, c'est que le maître doit rester le maître. Et c'est ça la culture aujourd'hui, j'ai envie de dire, de mystification intellectuelle. Alors qu'avec Simone Gbagbo, on apprenait. Et ses collaborateurs affirment avoir beaucoup appris. Je cherche, je veux enlever plein de choses parce que sinon. Et donc, quand on revisite ces 3 témoignages et les images phares qui en émergent, on a la femme courageuse, on a la militante de conviction, on a la femme travailleuse, on a la mère, on a l'éducatrice. Et en ce qui concerne l'éducation, et ça va nous permettre d'enclencher sur sa vision, ce qui caractérise
la vision de Simone Gbagbo et qu'elle a manifesté dans l'éducation de ses enfants, c'est l'esprit, on peut le dire, d'une inculturation du savoir. Tu ne vas pas ailleurs pour prendre quelqu'un pour venir élever tes enfants. Tu les élèves avec ce que tu es, avec ce que tu as. Très tôt, elle a prôné, quand elle était encore enseignante du secondaire, elle fait partie des premières personnes qui ont prôné l'introduction, l'intégration des programmes africains dans le système d'enseignement. Avant, on étudiait encore nos ancêtres les Gaulois. Elle fait partie de ceux qui ont milité pour la nationalité. Quand on mène une recherche, on la mène dans le domaine de son patron, pour être sûr qu'il va vous corriger. Mais si tu viens parler du tambour des aboureux de chez toi, à un Sénégalais, si c'est faux, il va dire quoi? Il va rien dire. Mais à la soutenance, on va t'attraper. Parce qu'à la soutenance, on va faire venir des gens de ton pays qui vont te porter la contradiction. Et ça, c'est un élément marquant. Au groupe de recherche et de tradition orale, dirigé par le professeur Zadi, la plus grande partie des travaux de collecte des textes oraux africains portent sa signature. Simone Gbagbo. Les morts n'ont pas la parole, mais moi, quand je commençais mes premières années d'université, avant même de la connaître, Zadi n'arrêtait pas de dire: j'espère que tu vas faire une thèse comme Simone Gbagbo. J'espère que tu vas arriver comme elle. J'espère que tu vas. J'espère que tu vas. J'espère que tu vas. Et avant même de la connaître, elle a été, j'ai envie de dire, comme le levier qui a nourri notre envie d'aller plus loin et de prouver qu'il est possible d'être une femme et de mener des études à l'échelle universitaire et de ne pas rougir comme d'autres intellectuels parlent. Parce que ça aussi, on peut le dire, elle a une grande connaissance. Et pas seulement de son domaine. Elle connaît dans son domaine, mais elle a une acuité intellectuelle qui fait que vous allez vous asseoir là. Un architecte va venir, il va parler de quelque chose, elle va l'écouter 10, 15, 20 minutes. Quand elle va commencer à poser des questions, tu vas lui demander quel jour toi tu as fait les études d'architecte. Et ses collaborateurs disent que très souvent comme ça, au cours des audiences, des spécialistes viennent déployer des projets, mais quand elle commence à les interroger, ils se rendent compte qu'eux-mêmes, qu'elles relèvent des aspects qu'eux-mêmes les spécialistes n'avaient pas perçus. Il ne faut pas qu'on ait honte de dire, elle est très intelligente. Ce n'est pas papier, hein? Ce n'est pas papier. Ce n'est pas la même chose. Elle connaît papier, mais elle est intelligente. Je ne sais pas comment on dit ça dans les langues, mais chez les amis, ça se traduit intelligence de la maison, elle connaît. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un me disait, c'est des génies comme ça que Dieu envoie sur la terre, puis il met ça en nous. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Des degrés comme ça, des domaines qui ne sont pas les mêmes. Et donc, par cette façon de promouvoir la persévérance dans le combat, dans le travail, la perfection dans le travail, le courage, Simone Gbagbo nous offre, j'ai envie de dire, l'idéal, la vision d'un idéal sociétal de liberté, de justice, de solidarité, d'un nationalisme culturel qui s'inscrit et qui inscrit le développement dans la valorisation de nos langues et de nos cultures. Elle est très attachée. Dotée d'une personnalité qui peut paraître écrasante, surtout pour les machistes et les misogynes. Les machistes, c'est eux qui aiment se sentir garçons sur les gens. Quand tu parles, quand tu étais seulement le garçon qui parle. Les misogynes, c'est ceux qui n'aiment pas les femmes. Ça peut paraître écrasant pour les complexés. Ça peut paraître écrasant pour les complexés. Mais pour ceux qui savent leur valeur, comme le président de Gbagbo, ça ne peut être qu'une combinaison de complémentarité. Et c'est la seule combinaison qui peut nous sauver à l'heure. Son parcours témoigne de ce que, en tant que femme, nous les femmes, c'est vrai, nous avons fourni 2 fois plus d'efforts pour nous hisser au même rang que les hommes. Parce qu'eux, ils n'allaitent pas. Eux, ils ne tombent pas enceintes. On ne peut pas dire qu'elle aime le luxe. Personnellement, j'ai été édifiée. Je ne connaissais pas sa résidence à Moscou. Quand j'ai vu la maison qu'elle a, je me suis dit, c'est ça là. Oh, grâce à Dieu, tout le placé, on s'est dit, on peut construire ça. C'est besoin que tout le monde construit. Je veux dire, elle n'a pas versé dans le luxe ostentatoire de ces femmes de présidents qui ont 4000 paires de chaussures, qui ont juste... Non. Elle est allée à l'essentiel. Et je pense que ça, c'est ça qu'il nous faut. Et c'est pour ça qu'on la combat. Parce qu'on aurait voulu dire, la femme du président a pris l'argent du pays pour aller faire marcher en Europe.
C'est pour ça qu'on la combat. Et il nous appartient de déconstruire cette image-là. De la même manière que l'image du président de Laurent Gbagbo a été déconstruite depuis ces 2 années de procès, il nous appartient. Et je suis heureuse de cet hommage-là. Et je suis heureuse de tous les hommages qui se multiplient. Mais il ne faut pas se contenter de dire on n'a qu'à libérer la première dame. On n'a qu'à dire cette femme-là, c'est une femme bien. Celui qui dit le contraire, là, il ment. Il ment. Et puis c'est comme Mère courage, et je vais conclure. Mère courage donc de notre temps moderne. Simone Eyive Gbagbo aura mené, engagé le challenge de réussir sa vie familiale et d'intellectuelle. Elle aurait pu s'arrêter là. Mais non. Au-delà, elle nous a montré qu'on pouvait être femme, mère, intellectuelle, militante, femme de président, sans qu'il n'y ait entre tout cela aucune contradiction. Bien au contraire. Voilà donc brossé à grands traits le portrait d'une fille de pauvre, intelligente et bosseuse, qui a réussi par son courage, par son acuité intellectuelle et politique, à se donner la légitimité qu'il fallait pour être là où elle a été. Elle est légitime pour être là. Elle l'a mérité. Trois vies condensées en une femme qui s'est faite à force de travail et de persévérance. Une sauterelle qui danse dans les braises. Une porteuse d'espoir. Une mère courage. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite d'être à la suite et à l'image de Simone Gbagbo, avec persévérance et passion. Merci. Bon, c'est Franck Anderson Kwasi qui a raison. Il dit, j'ai un petit ami villageois